Merci Stéphanie. Donc si on en vient là, c'est que tout le monde est mort. C'est ça, le dernier cycle, je suis la dernière. Il n'y a plus rien. Super. Merci. Je vais commencer Non, Sésame qui guide vos pas. Je ne vais pas vous parler de ma vie trop longtemps. 14-49, ça il faut aller très très vite. Hein, c'est une catastrophe. Oui, prof de français, mais avant ça, normande, 8 ans. Famille qui ne croit en rien du tout, absolument cartésienne. Donc on n'est pas médium de mère en fille, en tout ce que vous voulez. Je n'ai pas une roulotte garée dans le fond de ma famille. Et ben non, je suis désolée de vous le dire. Et c'est bien d'ailleurs, c'est bien pour ça que je suis là, parce que on peut aussi avoir une spiritualité et ne pas avoir des créoles et un fichu. Et surtout, j'ai ces perceptions. Alors aujourd'hui, je vous en parle avec humour, tout va bien, génial. Quand on a 8 ans et quand on vit ses premières perceptions extrasensorielles ou médiumniques, on le vit beaucoup moins bien. En tout cas, moi, ça a été une terreur. On parle de terreur nocturne quand on dort très mal la nuit. Moi, j'avais des terreurs nocturnes avec les apparitions notamment de ma grand-mère maternelle, Reine, qui a été la première certainement à vouloir m'ouvrir je ne sais pas quelle voie. En tout cas, elle était déjà là, je pense, pour me dire que le joli chemin que je m'étais tracé dans ma tête de grande ballerine du Bolchoï, alors déjà grande ratée, Bolchoï trop loin, j'allais certainement devoir faire autre chose. Voilà. Et je suis consciencieuse, et dans cette famille, on l'est beaucoup, et quand on est élevé dans le toute peine mérite salaire, il faut travailler beaucoup. J'ai travaillé beaucoup, et d'autant plus qu'en étant blonde, il fallait se cultiver, ce que j'ai fait beaucoup, et très fort. Et je suis partie sur Paris pour enseigner. Voilà. Alors, je passe le chemin compliqué des classes prépa où on vous dit que vous êtes un peu trop maquillée pour étudier Baudelaire, Victor Hugo ou tous les autres, ou Bossuet aussi. Vraiment, si vous vous ennuyez un soir, vous relisez l'éloge funèbre de Bossuet, je vous assure que vous allez déprimer. Enfin, en tout cas, moi, c'était le cas. Pardon, Bossuet. Mais il m'a occupé quelques soirées, j'avais envie de me venger aujourd'hui pour ça. Et évidemment, j'avais mis tout de côté, parce que c'est tellement facile d'être dans le déni de tout et de ne parler de rien. Et toutes ces facultés qui étaient là, je les avais... Alors, je ne sais pas si je les avais savamment mises de côté. En tout cas, on cohabitait, voilà, elle et moi. Eux et moi, puisque je les appelais mes chuchoteurs invisibles. Prochain opus, ça sûr. En tout cas, je pensais maîtriser les choses et je pensais arriver. Alors, j'hésitais entre le fait de me dire tout le monde peut avoir ses perceptions et finalement nous devons tous cohabiter ensemble, ou bien je suis folle. Voilà. Et la deuxième question m'a longtemps taraudée, dans la mesure où quand on s'appelle Anne et que l'expression populaire dit que vous avez filé à Sainte-Anne, autant vous dire que ça a été une catastrophe. Et quand on allait à Paris avec mes parents, je me disais, là je vais y finir. Et si je dis que j'entends des voix et que je vois les défunts, je ne sais pas comment les choses vont être vécues. Et donc je continuais ce parcours de professeur de lettres modernes avec des élèves qui n'en avaient strictement rien à foutre de mes cours. Mais c'est pas grave parce que moi j'étais contente de le faire et d'essayer d'enseigner les belles lettres. Bah, mais vous riez, mais même dans les conférences, il y a des gens qui s'endorment. Non mais c'est vrai, j'en fais depuis 10 ans les conférences, et alors les premiers rangs c'est toujours bien, dans le fond c'est quand même complètement moins bien. Ouais, parce que là, vous avez les 16 heures, mais je vous assure que quand on reprend avec le chemin de l'inconscient et de l'au-delà à 14 heures, c'est quand même des fois un petit peu pénible. Et je me disais, parce que tout le monde se pose la question un jour, qu'est-ce que je fais là? Est-ce que c'est vraiment ma voie? Est-ce que c'est vraiment mon métier? Et toutes mes consoeurs ont parlé d'un grand catalyseur de vie. Le mien est arrivé alors que je n'avais que une petite vingtaine d'années. La mort brutale de ma maman, celle que j'avais bien évidemment pensée, entendue et évidemment refoulée de toutes mes forces. Elle est décédée quand elle n'avait que 52 ans. Voilà. Elle ne croyait strictement en rien et disait que Dieu était un gros con, qu'il l'avait oublié. Et malheureusement, dans ce moment très pénible, mon frère, qui est militaire, était en Afghanistan, en OPEX, et il s'est trouvé qu'il ne pouvait pas être là, ou en tout cas, il n'allait pas être présent pour ce qui allait servir de protocole funèbre pour elle. Et j'ai donc décidé de lui offrir tout de même une tombe, une sépulture, une cérémonie, de façon à ce que mon frère ne se retrouve pas confronté à une urne, ce qui je trouve était d'une grande violence pour lui, et bien évidemment contre la vie présumée de ma mère. Je l'ai fait quand même. Et en fait, je me suis retrouvée dans cette chambre funéraire,
Hein, c'est pas le dernier lieu où on a envie d'être le week-end, je vous l'assure. Et donc j'arrive dans cette chambre sombre, dans un très joli décor finalement, avec des couleurs cheap à mort et des fleurs en soie. Et je la vois là, dans son cercueil. Alors je parle de ce moment qui n'est pas forcément très drôle, mais en tout cas pour moi il a été, dans le thème de cette conférence, le moment clé de ma compréhension de la notion d'âme, de conscience et de corps. Je me suis retrouvée dans cette pièce et je me suis dit, il n'y a personne. Voilà, il n'y a personne. Il y a juste son enveloppe terrestre. Qu'est-ce que je fous là? D'abord parce que j'avais pas envie d'y rester. Je trouvais ça d'un ridicule absolu. Et j'ai compris surtout cette grande trilogie que je cherche aujourd'hui et je cherche toujours à comprendre. On avait notre enveloppe terrestre qui était là, le fameux gant dont on parlait tout à l'heure. Et puis la conscience et l'âme surtout. Et l'âme de ma mère n'était vraisemblablement plus là. Donc je n'avais plus rien à faire dans cette pièce. Alors j'adore cette métaphore, mais réellement elle va s'arrêter à sa propre fonction de métaphore. Voilà, j'avais compris qu'on était finalement, alors notre corps c'était l'ordinateur, l'outil informatique en lui-même, nos différentes vies c'était les logiciels, et puis l'âme c'était le disque dur. Alors moi j'avais envie d'aller, évidemment, pensez bien, aller chercher des infos dans le disque dur, et surtout, je voulais comprendre et je voulais que ma mère se manifeste, bien évidemment. Et je me suis dit, si tout ce que j'ai au fond de moi là depuis toujours n'est pas de l'ordre de la folie, alors qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Alors, il y a un espèce de rituel qui se fait en Occident, dans lequel vous, lors de l'enterrement, en tout cas de la venue dans la chambre funéraire, vous déposez des objets qui ont appartenu aux défunts, ou des objets propres aux souvenirs. Et alors moi je voyais tout le monde défiler, je me disais mais qu'est-ce que c'est idiot ce truc, enfin, d'autant que ma mère n'était absolument pas matérielle ni matérialiste, et je me dis qu'est-ce que moi je vais mettre là-dedans, je me posais la question, qu'est-ce que tu sais faire, qu'est-ce qu'elle aimerait, etc. Et donc j'ai décidé de lui écrire, c'était à peu près tout ce que je savais faire, en tout cas à ce moment-là, et donc je lui ai écrit une longue lettre. J'ai voulu sceller complètement le protocole en mettant une enveloppe et un timbre. Autant vous dire que la timbrée, c'est moi. Pour le coup, quand on m'a vu arriver avec ma petite enveloppe timbrée, j'ai dû mettre une connerie genre pour l'univers. Hein. Vraiment, je suis allée jusqu'au bout. Et alors là, dans ces moments-là, on ne parle pas. Hein. Vous savez, on ne vous dit pas, t'es sûr que ça va bien Bon, bref. Et je me suis dit, voilà, si tout ce que je ressens depuis toujours est vrai et juste, elle me répondra. Voilà, on va faire poste restante et on y va. Et c'est ce que j'ai fait. Vous vous doutez bien que si je suis là, c'est qu'elle m'a répondu, sinon je ne serais pas là. Et elle a répondu au-delà de mes attentes par tout un tas de signes, de synchronicités absolument extra, plus loin, ordinaires, et qui m'ont évidemment complètement chamboulée. Mais on ne peut pas, là, à partir de ce moment-là, je ne pouvais plus faire comme si de rien n'était, ou tout du moins, je ne pouvais plus me poser la question de ce que j'allais en faire. Et autant vous dire que quand on fait le choix de quitter le confort d'une vie d'enseignante avec la respectabilité que ça sous-entend dans notre société et qu'on se dit je vais me lancer comme ça, là je veux dire je suis médium et que je parle aux morts, voilà c'est bien, et je vais le dire à ma famille aussi, comme ça ils vont être contents, hein, toutes ces années, toutes ces dépenses à la Sorbonne, parce qu'ils sont méga chers les livres, hein. Je vous dis vraiment les livres d'enseignement sont très chers, et je ne l'ai pas dit évidemment parce que j'étais très courageuse. Je me suis dit je vais me laisser une année pour voir si tout ça fait sens et si ça apporte quelque chose, voilà. Et je voulais, et je ne fais que ça depuis des années, de fouiller dans le fameux logiciel, le logiciel de nos vies, parce que c'est ce que nos défunts viennent essayer de nous dire, ce qu'ils ont été, ce qu'ils furent et ce qu'ils seront. Voilà. Et c'est ça le vecteur aujourd'hui du médium, parce que qu'est-ce qu'un médium? C'est un outil, canal, moyen. Oui, ça paraît finalement très dénudé de tout, mais c'est bien ce que nous devons être. Dénué d'émotions, les vôtres, au moment où vous avez perdu un être cher, dénué d'interprétation aussi, parce que nous ne sommes pas là pour apporter des bonnes ou des mauvaises nouvelles, nous sommes là pour distribuer. Je dis très souvent que le facteur vous distribue un recommandé avec le même sourire laconique qu'une super bonne nouvelle. Le médium a ce rôle-là, et je fouille inlassablement dans toutes ces âmes qui guident nos pas et qui viennent nous donner des messages. Alors vous allez me dire, oh, mais c'est pas bien, c'est interdit, on n'a pas le droit, il faut les laisser tranquilles. Est-ce que vous pensez, moi, avec mes petits bras, que j'arrive à convoquer toute la cohorte céleste et leur dire, dites donc, là, vous venez maintenant tout de suite me délivrer des messages?
non, ça marche pas en fait. Voilà, ils viennent spontanément, et ce depuis toujours, en tout cas pour moi dans ma vie. Et nous venons chercher ensemble ce que l'on appelle des preuves de survivance. Alors qu'est-ce qu'une preuve de survivance? J'en parlais tout à l'heure avec une jeune femme. C'est chercher le signe, c'est chercher l'intonation, le mot, quelque chose qui fera que nous allons pouvoir retourner dans ces mémoires vives et réévoquer un moment précis et profond de l'histoire de ceux que nous avons aimés. Et ça, c'est très important. Et vous savez, au départ, je voulais faire un peu le cirque Pinder, c'est-à-dire donner la meilleure démonstration, le super signe génialissime. Et je parle dans mon livre un jour d'une dame qui vient, qui voulait un message de son mari décédé. Et là, je mets le paquet et je me dis, il faut que j'y aille. Et je demande à son mari, je lui dis, dites donc, là, vous, si vous êtes là, cette dame, elle est désespérée, vous mettez le paquet. Il a mis le paquet. Il a fait tomber la tringle à rideau, le voilage, enfin, tout est tombé dans la maison. Et alors, moi, j'étais super contente. Je me suis dit, là, c'est imparable, vous voyez, super. Et elle me regarde, la dame avait absolument pas vu que tout s'était... Et elle me dit, voyez, il se manifeste pas. Et là, je me dis... Moi, en fait, nous sommes dans l'empirisme le plus complet. Alors oui, les scientifiques vont pouvoir me dire mais non, est-ce que c'est vrai n'est-ce pas le substrat inconscient de votre suggestion qui fait que vous avez absolument envie de faire vivre vos défunts? Peut-être. J'ai envie de vous répondre. Mais moi, je n'ai que l'empirisme pour vous le montrer. Et finalement, ce que je viens chercher, c'est pas la meilleure démonstration possible, c'est le signe, le mot, l'intonation. Vous savez, ce qui fait qu'à un moment donné, quand nous allons être en consultation, vous et moi, vous allez me dire « Ah oui, c'est lui. En fait, ce mot-là, c'est lui. Cette intonation, c'est lui. » Voilà. Et j'ai vu que c'était pas dans le plan de démonstration qu'on était le plus efficace. Bien au contraire. Non, bien au contraire. Et on arrête de taper et de faire peur à tout le monde. Et je poursuis inlassablement mon chemin partout, dans les conférences, dans les associations d'aide au deuil, parce qu'en plus, alors quand vous parlez de signes que vous recevez, vous passez déjà pour un illuminé, ou en tout cas on se dit ah bah elle est super triste, elle a vraiment envie de se suggérer les choses, et en plus vous êtes en deuil. Et on sait encore qu'aujourd'hui dans notre société la mort isole, et souvent je me retrouve avec des gens qui viennent me voir et qui me disent alors le curé, m'en fout un peu des AV, des patères, je n'y crois pas. Le psy, il m'a donné 150 médocs et finalement j'ai pas envie d'en prendre. Ma famille, ils sont tout autant profondément bouleversés que moi et on n'arrive plus à parler. On est pétrifiés par le chagrin. Et mes amis, quand je les ai saoulés pendant des semaines et des mois, ils ne me disent plus rien. Et je me retrouve confrontée avec cette notion de vide et de néant et peut-être des choses qui s'animent autour de moi et dont je ne comprends rien. Et j'ai besoin d'avoir une autre vision des choses, j'ai besoin d'avancer et d'avancer différemment. Vous savez très bien aujourd'hui que la mort est un catalyseur, la mort est une transcendance ou finalement un anéantissement. Et on vient pousser la porte de mon cabinet vachement aujourd'hui, et pas que moi. C'est-à-dire qu'on est, je crois, plus de 4 millions aujourd'hui à pousser les portes des médiums. Alors pas pour savoir si vous allez gagner à l'euro-million, j'adorerais vous le dire. Et on me pose quand même la question, vous savez, juste avant de repartir. Et vous me voyez riche quand même? Non. Okay. Mais bien sûr, tout le monde le fait. Moi, la première, si je pouvais poser la question, vous penseriez que je le ferais. Mais on vient chercher autre chose aujourd'hui. On vient chercher des clés, on vient chercher des compréhensions. Parce que autant de logiciels que nous avons autant de vie, nous avons autant de passé, nous avons autant de passifs, nous avons aussi des chemins qui sont tracés et déterminés et qu'on choisit au préalable. Et on vient chercher tout ça. Qu'est-ce que je suis venue faire? Qu'est-ce que la mort va m'apporter aujourd'hui? En tout cas, dans cette continuité des choses, comment est-ce que je vais pouvoir éviter de faire les mauvais choix dans cette vie actuelle, de comprendre aussi les choix de ma lignée, dont je suis l'héritière, dont je suis de façon cellulaire la garante. Qu'est-ce que je vais pouvoir comprendre aussi des lieux qui m'habitent, et aussi qu'est-ce que je vais pouvoir comprendre de mes vies passées. Autrement dit, comment je vais pouvoir éviter les fameux schémas de répétition, de m'embourber toujours dans les mêmes erreurs, ou en tout cas d'avoir la sensation d'être complètement bloqué à un moment de ma route. C'est ce qu'on vient chercher aujourd'hui, en tout cas dans ces captages de logiciels. Et vous savez, parce que 43 secondes, ce qui est très important, c'est pas stressant. Ce qui est infiniment vrai, c'est pas le signe qu'on reçoit, c'est tout l'amour qu'il contient. Et finalement, c'est ce qu'on revient chercher. Et j'aimerais tellement dire toujours que alors ils sont ni au-dessus, ni en dessous, ni derrière, enfin bref, nous sommes sur des plans fréquentiels tout à fait différents,
mais nous sommes juste à côté les uns des autres et servons-nous de ce substrat-là pour pouvoir avancer mieux. Nous allons et eux les aider et nous aider à cheminer mieux aussi. Et si cette humble mission qui est la mienne peut être de faire se relier deux mondes, ou en tout cas éviter cette distance que l'on a envie de mettre à cause des peurs, des incompréhensions, ben, je vous assure que c'est déjà gagné et que je ne compte pas arrêter là. Alors là, c'est le grand chant du tout, le renversement dont parlait Laurence ce matin. Pour toi, ça ne fait aucun doute, dans ta vie quotidienne, il ou elle nous accompagne, ces âmes, ces consciences. Tu parles même de ce disque dur, dont cette conscience serait dans ce disque dur. Ne me confie aucun ordinateur à réparer. Pour toi, ça fait aucun doute. Aucun doute. Et alors, les doutes pourraient me concerner moins, puisque quand on reçoit des signes pour soi, on est dans la suggestion la plus totale. La question souvent, bah, vous avez de la chance, vous devez recevoir des tonnes de signes. Non, pas du tout. Par contre, pour tous les autres, oui. Et là où je n'ai plus de doute, c'est pour les autres. Parce que les gens qui viennent, je ne les connais pas. Je connaissais encore moins leurs défunts et je ne connais pas leur vie. Et souvent, on ne vient pas se raconter dans le cabinet d'une médium, on entend se raconter. Voilà, à la différence d'un cabinet de psychologie ou voilà, de psychiatrie, je prends la parole. Voilà, c'est pour éviter ce qu'on appelle les lectures froides, c'est pour éviter le pouvoir de suggestion. Je suis là pour, comme dans un laboratoire, expérimenter encore le substrat, voilà, justement l'accessibilité à cet autre plan de conscience. Et le fait est que dans ce substrat complètement inconnu de moi, eh bien, on vient en tirer quelque chose. Voilà. Chaque consultation est une expérience différente, mais aussi une façon de se remettre en cause à chaque fois. Donc il n'y a jamais de confort dans notre métier. Et c'est ce qui est finalement, c'est là où il faut être très fort aussi, parce que les certitudes de la veille seront les doutes de demain. Mais c'est aussi une façon de ne jamais se reposer sur cette fameuse certitude dont tu parlais. Ouais. Donc tu nous as dit que tu étais bénévole dans des associations de familles en deuil. Oui. J'imagine que quand tu te trouves à des parents, je prends cet exemple-là, du coup, parce que voilà, qui viennent de perdre leur enfant, oui, et que tu leur dis des choses qui sont complètement personnelles sur leur enfant, que tu ne connais pas, qu'il n'y a qu'eux qui peuvent connaître. J'imagine que tu leur ouvres, non pas, tu ne dissous pas leur chagrin, mais tu leur ouvres une porte immense sur quelque chose qui est l'espoir, l'espérance, je ne sais pas comment. Je dirais plutôt la continuité. À défaut de l'espérance, il y a quelque chose que je ne pourrais jamais leur apporter, en effet, c'est une consolation. J'ai évidemment été très portée par des auteurs comme Elisabeth Kübler-Ross, c'est une évidence, pour aider les gens sur le chemin du deuil, qui est composé évidemment de différentes étapes, comme vous le savez. Je viens surtout, alors que en tant que maman que je suis, pleurer avec eux, ils s'en fichent complètement parce qu'ils pleurent tous les jours, leur enfant perdu. Je viens essayer de recréer un lien et de remettre, là où on a mis un point final, je remets des guillemets, des petits points, vous voyez, comme ça, des petits points de suspension pour essayer de recréer un lien et de leur dire surtout que tout ce qu'ils ont eu ensemble et vécu ensemble, ils vont le vivre mais différemment, voilà, sur des plans séparés, mais finalement qui peuvent se rejoindre à tout moment, et leur offrir aussi une nouvelle, évidemment, vision de la vie, parce qu'à partir de ce moment-là, on est obligé de s'interroger, comme on l'a beaucoup évoqué aujourd'hui, sur le sens de sa vie, mais aussi la mission que l'on a, parce que c'est une de leurs grandes questions. J'ai vu évidemment des familles s'anéantir et j'ai vu des familles se révéler. Voilà, je peux pas dire que c'est à chaque fois gagnant, mais en tout cas j'ai des familles qui... Ce qui est terrible aussi, c'est des couples qui sont mariés depuis 20 ans, 30 ans, qui perdent un enfant et qui deviennent des parfaits étrangers l'un pour l'autre parce qu'ils sont complètement différents dans leur chemin de deuil ou dans leurs croyances, dans leur continuité de vie. Et j'essaye de recréer un lien tangible, un lien concret
pour que les familles ne s'éclatent pas et surtout qu'on ait une autre façon d'aborder la mort. Jamais je ne pourrais dire à quelqu'un, même si on est dans une démarche spirituelle, votre fils est décédé sur sa moto à 17 ans, c'était écrit dans le grand plan, voilà, c'était une âme très vieille qui était venue vous apprendre, etc. Oui, ça c'est ce que je pense fondamentalement, mais c'est pas ce que je suis venue dire à ces parents qui ont besoin de preuves de survivance et surtout de leur dire les signes que j'arrive aujourd'hui avec mon instrument médiumnique à pouvoir vous donner facilement. Eh bien, vous êtes aussi tous à la portée de ces signes. Sachez les reconnaître, sachez les comprendre et recréer une autre forme de dialogue avec votre enfant. Alors justement, je t'ai sous la main, j'en profite pour une dernière question du coup. Hein. Là, tu me tends la perche. Hein. En fait, si on a le souhait, l'ardent désir de se connecter à ses consciences dans ce disque dur, Oui. Nous tous là, on est capable de le faire. Oui, on est capable de le faire. Alors on est capable de le faire avec plus ou moins de talent. C'est-à-dire que si je te demande de faire du patin, tu vas peut-être en faire bien, moins bien. Mais en tout cas, si on a les patins, et les patins, c'est notre corps hein, qui est doué de 5 sens. Et bien sûr qu'on est capable de le faire. Moi, j'adore le mythe de la caverne de Platon. C'est mieux que Bossuet. Et ben, c'est exactement ça. Voilà, on est des esclaves dans notre petite grotte et on voit les choses. On voit les choses avec obscurité, on voit les choses avec pénibilité. Et puis un jour, alors je dois être celle-là. Hein, un jour, il y en a bien un qui se dit, je vais me barrer, je vais regarder ce qu'il y a ailleurs. Je ne vais pas rester toute ma vie asservie à cette grotte et à ces travaux d'esclavage. Et hop, il remonte. Évidemment, quand il remonte, bah, il est aveuglé par la lumière. Il voit les choses dans leur contraste. Il sent les odeurs, etc. Et il redescend et il dit, les gars, je serais content, Platon, les gars, vous vous rendez pas compte, il y a autre chose. Voilà, on n'est pas que ce monde sensible. Il faut que nous puissions ouvrir un peu nos perceptions. C'est ce qu'il faut faire. Voilà, un peu la politique de la tabula rasa, c'est-à-dire tout ce que j'ai compris, tout ce que j'ai senti, je vais essayer de mettre tout ça au service de ce que l'on va me dire ou recevoir. Voilà, je ne vais pas essayer d'y mettre quelque chose de logique. Un signe n'est pas logique. Un signe se reçoit dans l'habile équilibre entre je me mets en connexion pour recevoir un signe, mais je suis dans le lâcher-prise pour le recevoir. Vous voyez là, un petit équilibre entre les deux. Des fois, on met une vie à ça, et des fois, il y a des gens qui méditent et qui mettent 5 minutes. C'est créer cet état-là. Voilà, cet état-là. Les états modifiés de conscience permettent de créer cet état-là. Mais tout à chacun peut, à un moment donné, être saisi par un signe très fort. Nombre d'entre vous, mais tout le monde l'a vécu un jour. Vous savez, vous pensez à quelqu'un, sa musique préférée se met en route, ou voilà, vous avez un prénom qui apparaît. On n'a pas besoin, encore une fois, de spectaculaire, on a besoin de synchronicités qui sont au moment où on se met en réceptivité, qui viennent nous toucher en plein cœur. Merci beaucoup. Merci.